promettait de l'ambiance, on n'a pas été déçus évidemment. Arnaud Benedetti, votre sentiment au lendemain de ce débat, qu'est-ce que vous en avez retenu? Vous, les passes d'armes, les loupés du Rassemblement national peut-être aussi? L'idée, pour chacun de ces candidats, il y avait des enjeux différents. Pour Jordan Bardella, c'était de ne pas s'effondrer. Alors, il a été mis en difficulté à plusieurs reprises, notamment d'abord sur la question des retraites, ensuite sur la question de la double nationalité. Mais on ne peut pas considérer, si vous voulez, qu'il se soit effondré dans ce débat. Il gérait d'une certaine façon l'avance qui est la sienne dans les intentions de vote. Pour Gabriel Attal, l'objectif, il était surtout de continuer, si vous voulez, à essayer de tenir à égale distance le Front populaire et le Rassemblement national en considérant et en expliquant aux téléspectateurs et aux électeurs, évidemment, qu'il s'agit là de deux dangers. C'est-à-dire les deux extrêmes que le président de la République a désignés comme ses principaux adversaires, afin vraisemblablement d'essayer de remobiliser cet électorat du bloc central dont il a besoin et qui est quand même très désappointé par aujourd'hui la dissolution. Quant à M. Bompard, c'était un représentant du Front populaire issu de la France insoumise, qui d'ailleurs a assez habilement recentré ses propos sur un certain nombre de sujets, mais qui devait aussi effacer cette impression de toutes les dissensions que l'on a connues ces derniers jours dans ce bloc de la gauche. Sur le fond, on ne peut pas dire qu'il y ait eu des gagnants. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des perdants. La question est de savoir si ce type, si vous voulez, de format de débat, à quelques jours du premier tour de l'élection législative, a un impact sur les orientations des électeurs. Si ça a un impact, c'est vraiment à la marge. Mais comme cette élection peut se jouer à la marge et à quelques sièges près dans la composition de la future majorité, ça peut peut-être avoir un effet. D'autant qu'on sait certains des Français plus que perdus aujourd'hui. Alors peut-être moins pour le premier tour, mais pour le second, c'en est une autre. Vous parlez du format d'un tel rendez-vous. On en est resté finalement au programme, au seul programme, les grandes mesures type, en essayant de défendre sa crédibilité, bien sûr, en attaquant l'autre, une forme très consensuelle. Est-ce que ça a son intérêt à 4 jours du premier tour? Oui, ça a son intérêt parce qu'en principe, les électeurs sont censés faire leur choix sur les programmes, entre autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la lecture des programmes a un impact sur l'orientation générale des électeurs? C'est une question que l'on peut se poser. Tout se passe comme si finalement les tendances déjà étaient pour une grande part cristallisées. Il suffit de regarder les intentions de vote, la certitude de choix, autant à gauche que du côté du Rassemblement national, est à ce stade assez forte, comme elle était d'ailleurs très forte, il faut se souvenir, lors des élections européennes. Il y a les chiffres restent stables, je ne sais pas si on les a, mais les chiffres sont assez stables. Hein, les chiffres sont stables. Là, on a un dernier Ipsos qui est sorti ou qui doit sortir, je crois, prochainement, qui montre en effet une stabilité des trois blocs. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'en fait, nous avions, à travers ces trois représentants, le Premier ministre, M. Bardella et M. Bompard, la nouvelle scène politique qui se dégage. Si vous voulez, cette tripolarisation entre un bloc de gauche, un bloc qui est un bloc d'extrême droite, mais allié avec une partie de la droite, et un bloc central, qui est le bloc macroniste, était totalement invisibilisé, entre autres, une ancienne force de gouvernement qui était les LR, puisqu'ils ne participaient pas à ce débat. Donc ça, c'est un point important. Ça nous dit quelque chose sur l'évolution du champ politique. Après, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Pour, par exemple, Jordan Bardella, on voit bien que quel est l'enjeu aujourd'hui? L'enjeu, il est de rassurer une partie de l'électorat, notamment de l'électorat de droite, sur les questions économiques. Alors justement, l'enjeu, c'est ça principalement. On l'a vu d'ailleurs ces derniers jours, lors de sa conférence de presse. Il a été longuement interrogé là-dessus. On l'a vu aussi devant le MEDEF. On va écouter peut-être de nouveau cette séquence, parce que je parlais des flops tout à l'heure et des ratés. Il y en a eu quand même. Ces deux adversaires ont tenté tour à tour de le décrédibiliser sur les binationaux, mais aussi sur la question des impôts. On réécoute cet échange et puis on y revient juste après. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes de moins de 30 ans qui paient l'impôt sur le revenu, mais je veux que nos talents, que nos cerveaux, que nos élites vous allez vous auto-exonérer d'impôts. Être... Pardon? Ça veut dire que vous allez vous auto-exonérer d'impôts, vous avez moins de 30 ans. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis ça. Pourquoi est-ce que je dis ça, Jordan Bardella? Vous n'avez pas seulement maquillé... Pourquoi est-ce que je dis ça, Jordan Bardella? Je dis ça parce que je trouve cette proposition Soyez pas totalement hors sol. Pourquoi est-ce qu'un ouvrier de 31 ans devrait payer des impôts,
mais un trader de 29 ans ne devrait pas payer des impôts. Pourquoi est-ce que vous prenez une règle comme ça, générale pour tous les moins de 30 ans? Si on vous écoute, Kylian Mbappé a eu raison de partir, non, ou a eu tort plutôt de partir à Madrid, il aurait plutôt dû rester, puisqu'avec vous, il aurait été exonéré d'impôts. Voilà, Gabriel Attal qui fait la démonstration par l'absurde que la proposition, finalement, n'est pas celle qui va plaire le plus à son électorat. Il a été fort, là, le Premier ministre? Il essaye de toute façon de déstabiliser un adversaire qui, encore une fois, fait la course en tête dans les intentions de vote et dont finalement la fragilité principale aujourd'hui, ce n'est plus la question de la diabolisation. Alors c'est peut-être aussi la question de la diabolisation, mais ça le semble moindre, en tout cas on le voit bien dans les intentions de vote, c'est surtout la question de la crédibilité. Est-ce que ce parti qui n'a jamais gouverner est en mesure aujourd'hui d'exercer le pouvoir. Donc, en effet, Gabriel Attal est allé le chercher sur une proposition qui a été présentée lors de la conférence de presse de Jordan Bardella 24 heures ou 48 heures auparavant, qui est une proposition qui, en tout cas, apparaît comme une proposition difficile à mettre en œuvre, voire parfois, en effet, contraire à la volonté du Rassemblement national de parler notamment aux classes populaires. Mais encore une fois, la vraie question, et je crois que c'est la question aujourd'hui centrale, c'est de savoir si ça a un quelconque impact sur l'évolution des orientations de vote. Moi, je pense que ces débats, en général, en règle générale, ont pour principal effet de remobiliser ou de mobiliser les plus convaincus dans chaque camp et de montrer surtout qu'on est en capacité de pouvoir exercer le pouvoir. Autant pour M. Bompard, d'ailleurs, parce que la question se pose aussi pour le Front de gauche, et elle se pose également pour le Rassemblement national. La difficulté pour M. Attal, nonobstant son agilité évidente dans ce type d'exercice, c'est que il est, aux yeux d'une grande partie de l'opinion, comme finalement le candidat du pouvoir. Qui était placé d'ailleurs au centre pendant ce débat. Oui, on a vu, il est au centre comme il est au centre. Et qui incarne le centre régulièrement dans ses discours, évidemment. Voilà. Mais son problème aujourd'hui, c'est aussi de porter le bilan d'un président de la République qui, malgré tout, aujourd'hui, a été sanctionné lors des dernières élections européennes. Pour rester sur Jordan Bardella, parce que c'est peut-être lui aussi qui a le plus à perdre avec un tel exercice. Le RN est en tête, caracole en tête dans les sondages. Vous le disiez, l'objectif, c'était de démontrer sa crédibilité, notamment sur des questions aussi sérieuses que l'économie. Est-ce que pour vous, il y est arrivé malgré tout hier soir ? C'est très difficile de le dire. On voit bien qu'il y a des zones de fragilité. Alors sur la question de la retraite, peut-être moins qu'on ne veut bien le dire aujourd'hui. On voyait les membres de son camp à l'arrière faire monter la tête. Oui, on le voit. Mais le problème sur la question de la retraite, aujourd'hui, d'abord, M. Bardella, il est dans une alliance. Il est dans une alliance avec une partie des Républicains. Alors certes, pas les cadres des Républicains n'ont pas tous suivi, loin de là, ils n'ont pas suivi d'ailleurs M. Ciotti. Mais M. Ciotti, malgré tout, aujourd'hui amène des forces. Il amène des forces électorales. D'ailleurs, on le voit dans les sondages. 3-4 points qui peuvent permettre à un moment donné de constituer une majorité absolue. Donc il faut aussi qu'il fasse quelques concessions à cet allié. Mais surtout, le plus important pour lui, c'est encore une fois de rassurer l'électorat qui peut partager des constats sur les questions régaliennes identiques à ceux du Rassemblement national, mais qui considère que sur cette question-là, la question économique, le Rassemblement national est fragile. C'est ce qu'il a essayé de faire. On voit qu'il y a quand même, depuis plusieurs jours, sur le domaine économique, un recentrage, un réalignement du Rassemblement national. Mais le problème du réalignement sur des positions qui sont considérées comme des positions plus réalistes, le risque, c'est qu'en effet, à un moment donné, vous perdiez, je veux dire, ceux qui sont pour une politique de rupture, notamment en matière sociale et en matière économique, notamment dans les segments sociologiques, qui sont les segments sociologiques historiques du Rassemblement national, que vous perdiez de ce côté-là. Le pari que fait le Rassemblement national, c'est de dire que de toute façon, ce segment-là est aujourd'hui suffisamment accroché et que pour constituer une majorité, il faut aller chercher dans l'autre bloc. Il y a aussi le fameux « faites ce que je dis et pas ce que je fais », la séquence sur les binationaux, Gabriel Attal qui épingle Jordan Bardella sur la présence d'une représentante franco-russe, un poste sensible au Parlement européen. Ça, c'est un moment qu'on va retenir aussi de cette soirée. Oui, c'est un moment parce que ça met, si vous voulez, d'abord, il y a cette question de la binationalité, elle pose question, notamment pour les fonctions stratégiques, parce que comme l'ont rappelé d'ailleurs les deux autres candidats, et
comme ça a été rappelé par notamment des professionnels, sur un certain nombre de fonctions stratégiques type renseignement ou type, par exemple, l'exemple que prenait M. Bardella, diriger une centrale nucléaire, vous avez déjà un parcours qui est bien évidemment screené par les services pour pouvoir occuper ce type de poste. Donc c'est finalement la question de la binationalité ne se pose pas en l'occurrence. Donc là, en effet, il a été mis face à une contradiction. Manifestement, le Premier ministre avait préparé son effet pour cet exercice-là. Voilà, on avait cherché des pics. Peut-être parlons de Manuel Bompard, vous le disiez, celui qui est sûrement le moins habitué à ce genre d'exercice. D'ailleurs, Gabriel Attal et Jordan Bardella s'étaient déjà rencontrés en débat. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il était à la hauteur du rendez-vous? Non, mais tout l'enjeu pour M. Bompard, c'était un enjeu, là aussi un enjeu de crédibilité. Et un enjeu qui visait aussi à rassurer une partie de l'électorat, notamment de l'électorat de gauche, qui ne comprend pas l'alliance avec la France insoumise. Il y a aujourd'hui un certain nombre de sociodémocrates, quelques leaders, M. Valls, M. Cazeneuve, mais aussi dans un certain nombre de segments de l'électorat qui considèrent que l'alliance avec LFI, notamment avec l'alliance avec M. Mélenchon, est, disons, une alliance qui est une alliance perdante. Donc on a vu là M. Bompard qui a essayé d'une certaine façon de gommer un certain nombre d'aspérités dans son discours, qui tient quand même un discours de rupture, évidemment, sur le programme économique, notamment. Est-ce qu'il a réussi l'exercice? Il a été assez constant dans son argumentation, indéniablement. Mais après, si vous voulez, ce qui était assez frappant, c'était ces images qu'il faut décrypter. C'est que derrière lui, qui vous aviez parmi les soutiens qui assistaient à ce débat dans cette partie du studio, c'était essentiellement des députés de la France insoumise. C'était essentiellement des responsables de la France juste à gauche, insoumise. Qui est juste sur ce qui dit gauche. quelque part que c'était bien évidemment la voix de la France insoumise qui portait dans ce débat le Front populaire. Mais pas de Jean-Luc Mélenchon dans l'image. Pourtant, ça avait été réclamé par Jordan Bardella et par Gabriel Attal. Jean-Luc Mélenchon, pourtant, on va vous le montrer, très actif hier soir sur les réseaux sociaux, sur X. Il a quasiment fait son débat à lui sur les réseaux, y allant de commentaires. À la fin, il a ces mots pour son poulain. Ce soir, Manuel Bompard a démontré une force, un niveau de connaissance et une sensibilité humaine que les autres n'ont pas égalé. Ce débat entre futurs Premier ministres, mieux qu'au niveau, futur Premier ministre, comme un adoubement de Manuel Bompard. Oui, alors après, vous savez, avec Jean-Luc Mélenchon, les choses peuvent évoluer dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Ce qui est sûr, c'est que Manuel Bompard est l'un des plus proches de Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme de Jean-Luc Mélenchon. Il est fidèle à Jean-Luc Mélenchon, il est loyal à Jean-Luc Mélenchon. Il est jeune, en plus, donc il a 38 ans. Il était là, évidemment, pour représenter cette sensibilité-là. Jean-Luc Mélenchon, la vraie question, c'est de savoir quelle est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans cette campagne législative. On a du mal à comprendre sa stratégie. On peut la comprendre. Y compris les plus proches, parmi les proches au sein de la LFI. Non, mais il y a deux hypothèses. Il y a une hypothèse où Jean-Luc Mélenchon considère que c'est lui qui impose le rapport de force à ses autres partenaires de gauche et quoi qu'il arrive, ils seront obligés de passer sous ses fourches caudines si éventuellement le Front populaire l'emportait et emportait une majorité absolue, voire relative, lors de ces élections législatives, parce qu'il considère que c'est lui qui a les bataillons électoraux. Ce qui est vrai, je rappelle une chose, un point très précis, plus de 200 investitures sont faites sur des candidats de LFI. Donc c'est eux qui ont le plus grand nombre d'investitures. C'est eux qui considèrent qu'ils sont absolument essentiels pour que la gauche puisse partir unie et être efficiente électoralement. Ensuite, l'autre question, c'est de savoir est-ce que Jean-Luc Mélenchon veut vraiment gagner cette élection législative. D'aucuns pensent que Jean-Luc Mélenchon jouerait le coup d'après, c'est-à-dire se contenterait peut-être, éventuellement, potentiellement, d'une victoire du Rassemblement national pour ensuite être l'opposant le plus frontal à un Rassemblement national qui serait à Matignon. Ça, c'est une vraie question qui fait débat, je le disais, au sein même des troupes de la LFI. À cette petite phrase, je pense que Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à la victoire du Front populaire. C'est François Ruffin qui l'a prononcé. François Ruffin qui, après ses distances, ça fait déjà un bout de temps, mais qui se gardait de tout commentaire à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Ça lui vaut les foudres d'Adrien Quatennens. Aujourd'hui, propos virulents qu'il tacle là aussi sur X.
Le propos sur X, c'est plus du melon, là, c'est une pastèque. Attention, à force de gonfler, ça va exploser. Si Mélenchon et la LFI ne t'avaient pas investi, tu n'existerais pas. Ça traduit ces tensions qui, on a le sentiment, vont crescendo. Ça témoigne inévitablement, c'est plus que des tensions, parce que là, c'est clairement des divisions. Et des règlements de compte. Quand vous êtes, je veux dire, à un tel niveau d'expression verbale par rapport à quelqu'un qui appartient à la même formation politique et à la même alliance politique que vous êtes véritablement dans une configuration de défiance et d'opposition. Oui, ça dit quelque chose sur finalement l'état des rapports au sein du Front populaire, et ça fragilise quand même, parce que qu'on le veuille ou non, ça fragilise la crédibilité, ça peut peser sur finalement le choix d'un certain nombre d'électeurs de gauche, par exemple des électeurs socialistes qui auraient un candidat LFI investi dans leur circonscription. Est-ce qu'ils vont voter pour ce candidat LFI? Ça, c'est une question. Ça fragilise vraiment, parce qu'on est aussi en mesure de se dire qu'il fallait peut-être passer par là à la LFI. On a vu l'échec de la NUPES avec ces tensions qui existaient, mais en coulisses. Est-ce qu'il n'y avait pas besoin à gauche de passer par cette question de la mise ou non à l'écart de Jean-Luc Mélenchon? Mais le problème, c'est qu'il n'est pas à l'écart. Aujourd'hui, la réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon... Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout à l'écart. Jean-Luc Mélenchon intervient. Je crois qu'il va encore intervenir aujourd'hui sur un plateau. Il est intervenu hier. Donc, il intervient tous les jours. Il intervient sur les réseaux sociaux. Il fait des meetings. Donc, Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas du tout mis en retrait, contrairement à ce que l'on peut penser, de cette campagne électorale. Il est en plein dans cette campagne électorale. La question, c'est de savoir quel est l'usage qu'il fait de cette campagne électorale. Et la réalité aussi, c'est que vous savez, Jean-Luc Mélenchon est un stratège averti. Tout ce qu'il dit est forcément, je veux dire, pensé et calculé, malgré finalement parfois l'effet de provocation qui semble se dégager de ses déclarations. La réalité, c'est qu'il considère qu'aujourd'hui, dans le rapport de force à gauche, il est dominant, et que c'est lui qui donnera le moment venu, à l'ensemble de la gauche. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que finalement, des gens qui disaient qu'ils ne s'alliraient plus avec la France insoumise un peu avant, au moment des élections européennes, ont réussi à créer... Glucksmann, là. Par exemple, mais même au président François Hollande, je le rappelle, le président François Hollande n'avait pas de mots assez durs pour condamner Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il est candidat investi par le Front populaire. J'aimerais qu'on écoute la chef des écologistes, Marine Tondelier, qui s'exprimait ce matin chez nos confrères d'RMC BFM TV sur la suite. Écoutez-la. Il n'y aura pas d'hésitation chez nous, pas de tergiversation. Si nous sommes en 3e position et que nous risquons de faire élire quelqu'un d'extrême droite, nous désisterons. Je pense que ça aura un effet d'entraînement. Vous appellerez vos électeurs à voter pour Emmanuel Macron, pour les candidats républicains, contre l'extrême droite. Mais donc je pense que la position très claire que j'ai posée en tant que chef de parti d'écolo et au nom de tous les écologistes aura un effet d'entraînement au sein du nouveau Front populaire, mais chaque parti le fera à son rythme. Mais je pense aussi que ça doit avoir un effet d'entraînement chez celles et ceux qui ont perdu leur boussole. Voilà, il est question du fameux Nini au centre, défendu par la majorité, en tout cas qui n'en parle pas. Marine Tondelier qui demande à rencontrer les responsables de la majorité en perspective de second tour. Mais pour l'instant, si vous voulez, du côté de la majorité présidentielle, on est dans une perspective de premier tour. On n'est pas dans une perspective. C'est une stratégie court-termiste. Pour l'instant, c'est une stratégie court-termiste parce que si vous voulez, aujourd'hui, le plus important pour Emmanuel Macron, c'est de faire qualifier le maximum de ses candidats au second tour. Donc, s'il dit tout de suite que demain, il appellera un désistement républicain sur des candidats de gauche, le risque est de voir une partie de cet électorat qui aujourd'hui n'est pas favorable à cette solution et à ce désistement, considérant que LFI n'est pas fréquentable, par exemple, à leurs yeux, risque de ne pas voter pour les candidats de la majorité. Donc on voit bien qu'on est dans cette stratégie. Deuxième point, après, la question est de savoir, est-ce que ce désistement peut se faire? Est-ce qu'il peut se faire? Jusqu'où se fait ce désistement? On voit bien que le désistement pour les candidats de LFI me paraît, à ce stade, pour l'instant, vu de la majorité, assez improbable. Par contre, est-ce que pour des candidats écologistes ou des candidats socialistes, voire des candidats communistes, ce désistement pourrait être appelé par les principaux responsables de la majorité? Ça, c'est peut-être une hypothèse qu'il ne faut pas négliger, mais on verra bien l'état des forces au soir du premier tour. Je crois que c'est l'état des forces au soir du premier tour qui nous dira
et qui nous dira quelles seront les positions des uns et des autres, sachant que ça sera très compliqué. Est-ce que c'est pas malgré tout une stratégie extrêmement risquée? On l'a longuement commenté ces derniers jours, en tout cas depuis l'annonce de la dissolution, de placer au même niveau le Rassemblement national et ce nouveau Front populaire, même si la LFI et tout ce qu'on peut en penser, je pense à la majorité, a rejoint cette coalition. Est-ce que c'est pas un pari? Vous savez, le président de la République et comme les cadres de la majorité, ils lisent les sondages aujourd'hui. Ils lisent les sondages. Et qui disent la LFI, enfin le nouveau Front populaire, loin devant la majorité présidentielle. Oui, loin devant la majorité, mais par contre, quand qui fait plus peur à l'opinion publique aujourd'hui? Est-ce que c'est LFI ou le Rassemblement national? Beaucoup de sondages vous montrent que c'est LFI qui fait plus peur. Je ne parle pas du Front populaire. LFI qui fait plus peur que le Rassemblement national. Et donc fait peur notamment à une partie de l'électorat centre-droit d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, il n'ignore pas aussi cette perception de l'opinion publique. Donc ça joue vraiment et ça rentre quelque part dans son calcul. Ensuite, il y aura une question, ça sera la question en effet de la participation. On dit qu'elle va être élevée, est-ce que ça va être le cas? Oui, alors aujourd'hui... Il y a la question du calendrier aussi, les gens, on est en fin d'année, il y a les gens qui vont partir en vacances, on dit 6,5 fois plus de procuration. Oui, alors 6,5 fois plus de procuration par rapport aux législatives de 2022. Mais ça fait moins par rapport à la présidentielle du mois d'avril 2022. On était à 3 millions de procurations. Il faut aussi quand même à un moment donné remettre en perspective ces chiffres et mesurer ces chiffres. Il faut comparer toujours une élection par rapport à une autre. Mais là, on est obligé quand même de regarder de voir que l'élection présidentielle, là aussi, avait donné lieu à beaucoup de procurations. La participation, en effet, elle semble haute, mais aujourd'hui, elle est estimée par les études d'opinion, en principe, entre 64, 65, 66 maximum. Haute et favorable à qui, donc? Elle est haute, mais elle est haute par rapport aux dernières élections. Je vous prendrai par exemple l'élection législative de 1997 qui avait été provoquée, on se souvient aussi, par une dissolution. La participation était au-delà des 70%. Alors, est-ce qu'on sera dans ce niveau de participation, dans cet étiage dimanche prochain? C'est possible. C'est possible. Et auquel cas, je veux dire, on aura une multiplication des triangulaires. Parce que vous savez très bien que pour pouvoir vous qualifier au second tour de l'élection législative, il faut que les candidats puissent obtenir plus de 12,5% des inscrits. Donc, la multiplication des triangulaires, ça va être un casse-tête pour les états-majors politiques, notamment les états-majors politiques de la majorité, les états-majors politiques de la gauche, les états-majors politiques de ce qui reste de LR, lorsque des candidats du Rassemblement national, et on peut anticiper qu'il y aura près de 400 voire 420 candidats du Rassemblement national qualifiés pour le second tour, lorsqu'ils se retrouveront face à des candidats du Rassemblement national au second tour. Je rappellerai là aussi un point d'histoire électorale. Lors des dernières élections législatives en 2022, le Rassemblement national passe 89 députés au second tour de cette élection législative, et il les passe dans des conditions de duel, soit des duels face à la gauche, soit des duels face à la majorité, ce qui montre que déjà en 2022, on avait quand même un phénomène d'érosion de ce que l'on appelle le front républicain. Voilà, Front républicain.